Chers amis, ceci est une histoire fictive. Les noms et les détails ont été modifiés, toute coïncidence est purement fortuite. La pluie de décembre cogne contre les hautes vitres du grand salon des Dubois. C'est un bruit sourd, métronomique, qui souligne le vide de la pièce. Monique est debout près de la cheminée éteinte, ses mains lisses croisées sur son tailleur gris. Elle observe les 3 valises alignées près de la porte d'entrée. Vous avez été rapide pour faire vos bagages, Clara. Sa voix ne contient aucune émotion, juste la précision d'un inventaire. Laisse-la, maman. Ce n'est déjà pas facile. Hervé ne se retourne pas, il fixe le jardin gris à travers la baie vitrée. Ses épaules sont voûtées, sa silhouette semble s'effacer contre le ciel bas. La facilité n'est pas un critère pour une décision de cette importance. Monique avance vers la table basse en marbre blanc. Elle y dépose un dossier bleu, le cuir frappe la pierre avec un claquement sec. Signé, Clara. Je regarde le dossier. Le mot « divorce » brille sous la lumière artificielle. Une fille de rien ne devrait pas s'attacher au mur d'une famille comme la nôtre. Ces mots tombent comme des pierres froides dans un puits. Je prends le stylo. Mes doigts ne tremblent pas, ils sont juste engourdis. Où dois-je signer ? À la dernière page. Hervé a déjà fait le nécessaire. L'encre noire s'étale sur le papier, effaçant 5 ans de ma vie en quelques secondes. Je suis désolé, Clara. C'est mieux pour tout le monde. Il ne m'a toujours pas regardé. Sa lâcheté est le dernier souvenir que j'emporte. Théo est déjà dans la voiture de service. Le chauffeur vous déposera en ville. Je ferme le dossier bleu. Le marbre est de nouveau vide. Je saisis la poignée de ma valise la plus lourde. Nous traversons le hall immense, nos pas résonnent contre les dalles froides. À la porte, le vent s'engouffre et soulève le bas de mon manteau. Ne revenez jamais, Clara. Le portail en fer claque derrière nous avec un bruit de condamnation. Le fer est froid. La pluie est gratuite. L'abri du bus de la rue de la Paix sent le béton humide et le tabac froid. La lumière jaune du réverbère grésille au-dessus de nos têtes, projetant des ombres instables. Théo s'est endormi contre mon flanc, son souffle est court, haché par le froid. Mes mains sont rouges, mes phalanges refusent de se desserrer de la poignée de la valise. Soudain, le bruit de pas lourds sur l'asphalte mouillé déchire le silence de la rue. Une silhouette gamine, courbée sous une veste sombre, émerge de l'obscurité. Je reconnais cette démarche hésitante, ce balancement d'épaules fatiguées. C'est Robert. Il s'arrête à 2 mètres de l'abri, le souffle court. Clara, je ne pensais pas que vous seriez encore ici. Ses yeux évitent les miens, il surveille les reflets des phares au bout de la rue. Il sort un objet volumineux de son manteau, enveloppé dans un sac en papier craft. Prends cette miche de pain. Il tend l'objet d'une main tremblante, comme s'il s'agissait d'une preuve compromettante. Ne l'ouvre que quand tu seras à l'abri, seul. Le sac est chaud contre ma paume glacée. Robert recule d'un pas, son visage reste dans l'ombre du réverbère. Partez maintenant. Le bus de nuit arrive. Il fait demi-tour brusquement et disparaît aussi vite qu'il est apparu. Le bus s'arrête dans un sifflement de freins hydrauliques. À l'intérieur, je m'assieds au fond, loin du chauffeur, et je déchire le papier craft. La miche de pain est lourde, trop lourde pour de la farine et de l'eau. Je la brise en 2 d'un coup sec. Une clé en laiton brille au milieu de la mie blanche, attachée à une liasse de billets. Il y a aussi un petit mot griffonné sur un coin de journal. Impasse des Glycines, numéro 7. Ne dis rien. Je serre la clé dans ma main jusqu'à ce que le métal me blesse. Robert n'était pas un simple spectateur de ma chute. Le bus s'éloigne des quartiers riches, s'enfonçant dans la nuit grise de la banlieue. Les Glycines. C'est un nom qui ressemble à une promesse. La clé est lourde. Ma vie vient de changer de poids. 8 heures du matin. La cuisine du numéro 7 sent le pain frais et la poussière ancienne. Un rayon de soleil oblique traverse la vitre et vient frapper la table en bois brut. Dans la pièce d'à côté, le silence de Léo est profond, il dort encore, bercé par cette nouvelle paix. Je pose la lettre de Robert sur le bois. Le papier est jauni, marqué par des pliures nettes.
Mes doigts tremblent légèrement en dépliant le premier feuillet. L'écriture est penchée, fatiguée, mais chaque lettre est tracée avec une intention précise. Clara, si tu lis ceci, c'est que le portail des Dubois s'est refermé pour de bon. Monique ne sait rien de cette maison, ni des comptes que j'ai ouverts à ton nom. Je m'arrête un instant. La trahison de Monique n'était donc pas seulement envers moi. Robert avait construit ce refuge dans son dos, brique par brique, année après année. Pendant 5 ans, j'ai vu ta peine et je me suis tu par l'acheter. Le papier semble peser des tonnes sous mes mains. Mais je n'ai jamais oublié Arturo, ton père. Le nom de mon père résonne dans la cuisine vide, brisant le calme du matin. Je tourne la page. Une vieille photo tombe sur la table. C'est la dette de 1995. Ton père a payé pour ma vie, je paie pour ton toit. Mon souffle se bloque dans ma gorge. La vérité est plus froide que la pluie d'hier. Je me lève et je me dirige vers le petit miroir du couloir. Le visage qui me regarde n'est plus celui de la bru humiliée des Dubois. Je ne suis plus seule. La lumière du matin fait briller mes yeux d'un éclat nouveau, sombre et déterminé. Robert m'a donné plus qu'une maison, il m'a rendu mon héritage de sang. Monique et Hervé pensent m'avoir effacé, mais ils ont simplement libéré une force. Je replie la lettre avec soin et je la glisse dans ma poche. Chaque mot est désormais une munition. Léo, réveille-toi. Nous avons du travail. Le silence n'est plus une prison, c'est un bouclier. Je regarde une dernière fois le miroir avant de retourner vers mon fils. Mes yeux brûlent. La pluie a fini de couler. Je possède les clés de leur chute. 2 heures du matin. L'obscurité de l'impasse des Glycines est totale, interrompue seulement par la respiration sifflante de Léo. Son front est brûlant, une chaleur sèche qui m'arrache de mon sommeil. Je monte l'escalier étroit qui mène au grenier, là où j'ai entreposé les caisses scellées du village. L'air est épais, saturé de poussière et d'une odeur de cuir ancien. Je cherche la trousse à pharmacie de ma mère, mais mes doigts heurtent un carnet noir. La couverture est craquelée, une relique que je n'avais pas ouverte depuis des années. En glissant ma main sous la doublure du carnet, je sens une épaisseur inhabituelle. Je déchire délicatement le tissu pour en extraire une photo de classe et un document plié en 4. Sur le cliché jauni, 2 hommes se tiennent devant un échafaudage tordu à Costa del Sol. Mon père, Arturo, sourit malgré la fatigue, son bras protecteur posé sur l'épaule d'un Robert Dubois méconnaissable. Je déplie le papier administratif. Le logo d'une ancienne assurance de construction est encore visible. Les lignes dactylographiées décrivent un effondrement soudain, le 12 juillet 1995. Mon regard se fige sur le paragraphe central, marqué d'un trait rouge. Accident du travail. Témoignage d'Arturo Lemaire. Robert Dubois a été poussé hors de la zone de chute. Je lis et relis la conclusion de l'expert en assurance, le souffle court. Indemnisation totale accordée à M. Dubois sur la base du sacrifice physique de son collègue. La lettre de Robert dans la miche de pain prend soudain tout son sens. Ma présence dans la famille Dubois n'était pas une intrusion, c'était le prix d'un silence de 20 ans. Monique et Hervé jouissaient d'une fortune bâtie sur l'invalidité de mon propre père. Vous avez volé sa vie. Ma voix n'est qu'un murmure, mais elle semble faire trembler les poutres du grenier. La culpabilité de Robert est mon capital. Son secret est ma fondation. Je redescends l'escalier, tenant les documents contre ma poitrine comme un bouclier d'acier. Dors, Léo. Demain, nous ne serons plus des victimes. Je m'assieds près du lit, le regard fixé sur la pénombre du couloir. La pitié est un luxe que je ne peux plus m'offrir. Les Dubois ont utilisé le sang de mon père. Je vais utiliser leur nom. Chaque document, chaque signature, tout sera retourné contre eux. Le lâche de 1995 m'a légué son silence. Je vais en faire une arme. 10h30. Le bureau d'Isabelle Marchand surplombe l'avenue Montaigne. Derrière les immenses parois de verre, le tumulte de Paris semble n'être qu'un film muet. L'air est purifié, neutre, loin de l'odeur de miel et de poussière de ma petite cuisine. C'est remarquable, Clara. Isabelle pose la petite cuillère en argent sur la coupelle en porcelaine.
Elle a goûté l'amandine Lemaire en silence, fermant les yeux pendant plusieurs secondes. Ce n'est pas seulement une confiserie. C'est un souvenir que l'on peut acheter. Je reste assise, le dos droit, les mains croisées sur mes genoux. Mon tailleur noir est simple, mais sa coupe est nette, chirurgicale. Vous savez que Saveurs de France ne fait aucun compromis sur la qualité. Elle fait glisser un dossier en cuir sombre vers moi. À l'intérieur, le contrat d'investissement de 500 000 € attend ma signature. Nous avons vérifié vos capacités de production. Votre atelier est prêt. Je regarde les chiffres alignés, froids et définitifs. L'exclusivité est à vous, Madame le maire. Votre nom sera notre nouvelle signature. Madame le maire. Ce nom n'a jamais semblé aussi lourd, ni aussi puissant. Je prends le stylo plume. L'encre bleue coule sur le papier glacé. Je signe Clara Lemaire, effaçant définitivement les ombres du domaine du bois. Félicitations. Le premier virement sera effectué sous 24 heures. Je referme le dossier. Le cuir grince légèrement. À cet instant, je sens la bascule. L'équilibre du monde vient de changer. J'ai entendu dire que la société de construction du bois cherchait désespérément un repreneur. Je ne réponds pas. Je fixe simplement les reflets de la tour Eiffel dans le verre. C'est une coïncidence amusante, n'est-ce pas? Je me lève doucement, rangeant le contrat dans mon sac. Dans les affaires, Isabelle, la coïncidence n'existe pas. Je sors du bureau, mes talons claquent sur le marbre du hall avec une autorité nouvelle. L'odeur de la victoire est plus discrète que celle des amandes, mais elle dure plus longtemps. Madame Dubois est morte sous la pluie. Madame le maire possède désormais les clés de la ville. 19 heures. La villa Dubois n'est plus ce mausolée de perfection que j'ai connu. Sous la lumière jaune et vacillante des appliques, les taches d'humidité sur les murs semblent respirer. Monique est assise au bout de la table de la salle à manger, entourée de classeurs ouverts. Elle feuillette les rapports financiers d'Hervé avec une frénésie silencieuse. Un pli rouge, frappé du sceau de la banque, trône au centre de la nappe en lin. Hervé se tient près du buffet, un verre de vin vide à la main, évitant le regard de sa mère. Hervé, où est passé le fond de roulement? Sa voix est un sifflement sec qui déchire le silence pesant de la pièce. Pourquoi la banque bloque-t-elle nos accès depuis ce matin? C'est une erreur administrative, maman. Je m'en occupe demain. Il fixe une rayure sur le parquet, incapable de soutenir la confrontation. 48 heures de gel, ce n'est pas une erreur. Monique frappe la table du plat de la main, faisant sursauter les dossiers. L'entreprise ne peut plus payer les fournisseurs. Hervé ne répond pas, il repose son verre avec une lenteur calculée. Le balancier de la vieille horloge comtoise marque chaque seconde comme un verdict. L'équilibre de leur monde repose désormais sur des chiffres qu'ils ne contrôlent plus. On trouvera un partenaire. Quelqu'un finira bien par racheter la dette. Monique se lève, sa silhouette projetant une ombre déformée sur les murs moisis. Qui voudrait d'un cadavre, Hervé? Elle range ses dossiers avec une raideur qui trahit son angoisse. Le salon est devenu trop grand pour eux deux. Je l'imagine, seule dans cette maison qui se fissure, cherchant une issue qui n'existe pas. Le prestige des Dubois n'est plus qu'une façade de papier. La banque a 48 heures d'avance sur leur chute. L'étau se resserre. Je ferme les yeux et je respire l'air filtré de mon bureau moderne. Demain, Monique viendra mendier une audience, sans savoir à qui elle s'adresse. Le temps des Dubois est compté. Le silence n'est plus leur allié. 14h30. Le hall de Saveurs de France est un sanctuaire de verre et de silence. Monique Dubois est assise sur un canapé en cuir rigide, dans la zone d'attente réservée aux fournisseurs. Elle porte son tailleur gris de parrain, mais le tissu semble flotter sur ses épaules désormais voûtées. Ses mains serrent un dossier en carton bleu, une bouée de sauvetage pour une entreprise qui prend l'eau. Je l'observe à travers les caméras de sécurité de mon bureau, un privilège que la distance m'offre. Elle vérifie son reflet dans son poudrier, cherchant une autorité qu'elle a déjà perdue. Isabelle Marchand émerge du couloir, tenant une tablette numérique et un rapport d'audit.
Elle s'arrête devant Monique sans s'asseoir, maintenant une distance protocolaire froide. Madame Dubois. J'ai examiné votre proposition de fusion pour la filiale construction. Merci de me recevoir, Isabelle. C'est une opportunité stratégique pour vos nouveaux entrepôts. Monique essaie de sourire, mais ses lèvres tremblent légèrement sous l'épaisse couche de rouge. Isabelle ne sourit pas, elle fait défiler les graphiques rouges sur son écran. Votre passif dépasse votre actif, Madame Dubois. La phrase tombe comme un couperet de guillotine dans le silence du hall. C'est une situation conjoncturelle. Nous avons juste besoin d'une ligne de crédit relais. Votre signature n'a plus aucune valeur sur ce marché. Monique reste pétrifiée, le dossier bleu glisse de ses genoux et frappe le sol. Elle regarde Isabelle, l'incrédulité gravée dans ses traits fatigués. Un investisseur a racheté vos créances prioritaires ce matin même. Isabelle tend un document à Monique, dont le nom du repreneur est masqué par un bandeau noir. Qui est assez fou pour s'attaquer au Dubois. Monique examine le document avec une horreur grandissante. Quelqu'un qui connaît parfaitement vos failles, madame. Isabelle fait demi-tour sans un mot de consolation, ses talons résonnant sur le granit. Monique ramasse son dossier, ses mains tremblent au point de ne plus pouvoir tenir le carton. Elle ne sait pas encore que je tiens le stylo qui reste son nom. Elle quitte le bâtiment, une ombre parmi les ombres, minuscule sous le plafond de verre. Sa fierté est un luxe qu'elle ne peut plus payer. La déchéance a commencé par une simple analyse comptable. Le passé réclame ses intérêts. 11 heures. Le soleil de fin de matinée frappe les vitres de mon bureau avec une violence silencieuse. Je suis assise dans mon fauteuil en cuir noir, tournant le dos à la porte monumentale. Devant moi, Paris s'étend comme un échiquier dont j'ai enfin compris toutes les règles. Le silence ici est un luxe coûteux, filtré par des parois acoustiques parfaites. Un bip discret retentit sur l'interphone. La voix d'Isabelle est neutre. Madame Dubois est ici pour son audience. Faites-la entrer, Isabelle. J'entends le bruissement de la porte qui s'ouvre, puis le claquement hésitant de talons sur le parquet. Monique Dubois s'arrête à quelques mètres du bureau. Je sens son regard sur mon dossier de cuir. Madame le maire, merci de m'accorder ces quelques minutes. Sa voix est brisée, dépouillée de l'arrogance glacée de parrain. Notre situation est désespérée. Nous avons besoin d'un repreneur qui comprend la valeur de notre nom. Elle pose un dossier froissé sur le chêne sombre de mon bureau. Je fais pivoter mon fauteuil avec une lenteur calculée. Le choc fige ses traits. Monique reste la bouche entr'ouverte, le teint virant au gris. Ses yeux s'écarquillent, cherchant désespérément la bru qu'elle a chassée sous la pluie. Madame Dubois, reprenez votre dossier. Vous n'avez pas les compétences requises. Le silence s'installe, lourd, étouffant, une chape de plomb sur ses épaules. Monique ne bouge plus, elle semble s'effacer contre le décor luxueux de ma réussite. Elle regarde mes mains, propres, tenant un stylo plume en or. Elle se souvient sans doute de l'encre noire sur le contrat de divorce de parrain. Clara, c'est impossible. Isabelle va vous raccompagner. Je ne la regarde plus. Je fixe de nouveau l'horizon de verre. J'entends ses pas qui reculent, le bruit d'une femme qui tombe sans faire de bruit. La porte se referme avec le même clic métallique que celui du portail en fer. La vengeance n'est pas un cri, c'est une température. Monique Dubois emporte son dossier et son humiliation dans l'ascenseur. Elle a enfin compris le prix de la miche de pain de Robert. Le bureau est de nouveau silencieux. Je peux enfin respirer. 22 heures. L'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Joseph est un tunnel de néon blanc. L'air sans l'ozone et le désinfectant, une odeur qui fige le temps dans une attente stérile. Robert est une silhouette fragile sous le drap de coton, reliée à des machines qui rythment son agonie. Je suis assise au plus près du lit, ma main droite posée sur la barrière métallique froide. Monique va Hervé sont debout près de la porte, à l'autre bout de la chambre. Ils ressemblent à des ombres étrangères, interdites d'accès au cercle de lumière de Robert. Monique ne porte plus son tailleur gris, elle est enveloppée dans un trench informe, le regard vide. Hervé s'agite,
ses mains cherchent nerveusement un appui qu'il ne trouve pas. Il fait 3 pas vers moi, brisant le périmètre de silence que j'ai instauré. Je sens son souffle court, l'odeur du café froid et de la peur. Clara, je t'en prie. Il tente de poser sa main sur la mienne, un geste de parrain qu'il croit encore possible. C'est mon père. Je devrais être celui qui décide. Je retire ma main avant même qu'il ne m'effleure. Monsieur Dubois, restez à votre place. Hervé se fige, le visage déformé par le choc de ce nom formel. Il réalise que Clara n'existe plus pour lui, il n'y a plus que Madame le maire. Monique s'approche doucement, le dos voûté, vaincue par la froideur de la scène. Robert a toujours été de ton côté. Tu ne peux pas nous exclure ainsi. J'exécute sa volonté. Rien de plus. Je sors le document de mandat médical signé par Robert 2 ans auparavant. Le papier crisse sous mes doigts, un rappel administratif de leur inutilité. Robert ouvre les yeux une dernière fois, ses pupilles cherchant ma main. Il ignore sa femme vacontrée, comme s'il s'était déjà effacé de sa mémoire. Je sens la pression de ses doigts s'affaiblir. Le moniteur émet un sifflement continu. Monique s'effondre sur une chaise, le visage entre les mains. Hervé reste debout, inutile. Le silence revient, définitif, lavé de toute émotion familiale. La mort de Robert solde la dernière dette du passé. Les Dubois ne sont plus qu'un nom sur un acte de décès. Monsieur Dubois vient de perdre son dernier titre. 1 an a passé depuis que la terre s'est refermée sur Robert. Le cimetière d'Issy-les-Moulineaux est baigné d'une brume matinale qui étouffe le bruit de la ville. L'air est vif, porteur d'une odeur de terre humide va de buis taillé. Je me tiens devant la pierre tombale en granit gris, un socle sobre qui porte un nom désormais isolé. Je dépose un pot de verre scellé à la cire sur la margelle froide. À l'intérieur, les amandines brillent sous le verre, une promesse de sang tenue jusqu'au bout. J'ajoute une branche de glycine, ses fleurs mauves retombent avec une grâce mélancolique. Léo lâche ma main pour effleurer la pierre de ses petits doigts. Maman, c'était le grand-père qui t'avait donné le pain? Je caresse ses cheveux blonds, si semblables à ceux de l'homme enterré ici. Oui, Léo. Le grand-père qui savait garder les secrets. Léo sourit va court vers le chemin principal, chassant un oiseau imaginaire. Je regarde sa silhouette s'éloigner, libre de toute l'amertume que j'ai dû porter. La villa Dubois n'appartient plus aux Dubois. Un fonds d'investissement a racheté les murs le mois dernier pour en faire des appartements de luxe. Monique vit dans un 2 pièces à Drancy, loin des réceptions va des bijoux de famille. On m'a dit qu'Hervé travaillait comme intérimaire, ses mains autrefois lisses désormais marquées par le béton. Je ne ressens aucune joie à cette pensée, juste le constat d'une géométrie rétablie. Isabelle Marchand m'a proposé de racheter les derniers terrains de la famille. J'ai refusé. Je ne veux pas posséder les restes d'un naufrage. Moreau Confiserie se porte bien, le nom de mon père voyage désormais sur tous les continents. Je réajuste mon écharpe de cachemire, le vent se lève, plus froid. Le passé est une dette soldée. Le vent souffle, et je ne ressens plus rien. Je rejoins Léo près de la sortie du cimetière. Le portail grince légèrement, un son qui ne me fait plus sursauter. Ma voiture attend sur le trottoir, son moteur tourne en silence. Je regarde une dernière fois les cyprès derrière nous. La route est libre. Le silence est enfin à moi.